On s'est implanté à Besançon depuis l'année 2000, exactement. Auparavant, on était à Paris. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on avait des très beaux locaux, mais ce n'était pas tout à fait adapté à notre activité. Et on avait choisi Besançon parce qu'on avait trouvé des atouts qui nous paraissaient intéressants dans la région. Il y a une petite phrase que notre président avait dit un jour à M. Fousseret. Il nous a dit, si je ferais du champagne, je serais à Reims. Si je fais des montres, il faut que je sois à Besançon. Donc je pense qu'il y a une histoire dans les berceaux de l'horlogerie française et c'est un atout le fait d'être implanté à Besançon en tant que société horlogère. En Franche-Comté, depuis le 18e, il y a vraiment une forte présence de l'industrie horlogère. Alors c'est notamment le cas dans le Haut-Jura, avec toute l'industrie des horloges, mais également une porosité avec l'horlogerie suisse à travers la frontière, que ce soit dans le Haut-Doubs, dans le pays de Montbéliard. Il y a toujours eu des fabriques d'ébauches, des fabriques de pièces horlogères en lien avec ce qui se faisait de l'autre côté de la frontière. Le véritable départ de l'industrie horlogère à Besançon, c'est l'arrivée de Laurent Mechevant en 1793 à la tête d'une colonie d'horlogers suisses pour fonder la Fabrique nationale de Besançon. Par la suite, l'industrie horlogère va se développer tout au long du 19e, alors avec toutes sortes de formes industrielles différentes, de très petits ateliers, des grandes entreprises qui se structurent progressivement, et puis tout un ensemble d'institutions également qui font de la place de Besançon un véritable complexe industriel autour de l'industrie de la montre. C'est vrai qu'on a la chance à Besançon de centraliser un certain nombre d'institutions qui sont liées intrinsèquement au développement de l'industrie horlogère et qui continuent à avoir non seulement du prestige, mais également un rôle important dans le développement de ces activités. C'est le cas notamment de l'Observatoire, bien sûr, avec sa politique de certification des chronomètres. On est vraiment là sur un gage d'excellence donné à la production horlogère en général, mais byzantine en particulier. La raison première de la création de l'observatoire, qui est à l'origine un observatoire chronométrique, astronomique et météorologique, il avait les trois casquettes, la raison première était bel et bien la mesure du temps, c'est-à-dire le soutien de l'industrie horlogère grâce à une mesure scientifique du temps. Depuis l'origine de l'observatoire à la fin du 19e, ça a toujours été ça. Cette vocation horlogère, elle s'est transformée au fil du temps en une vocation de maîtrise du temps et des fréquences. Le travail au quotidien, c'est plus le milliardième de seconde qu'à la seconde. On contrôle régulièrement des horloges atomiques, des fréquences mètres, des instruments de temps-fréquence divers et variés, pour lesquels on est accrédité au plus haut niveau, au niveau national, pour effectuer ce genre de prestations. On a constaté ces dernières années un regain d'intérêt pour revenir un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire à la précision horlogère et à la précision chronométrique qui peut être obtenue d'un instrument aussi beau qu'une montre mécanique. Les compétences, c'est clair qu'elles sont encore très présentes et omniprésentes sur Besançon. Il y a encore une multitude d'artisans, de sous-traitants qui font partie de cette activité horlogère, qui sont des éléments essentiels dans le développement de l'horlogerie aujourd'hui. Il y a beaucoup moins aujourd'hui d'activités horlogères à Besançon qu'il y en a eu. Je ne pense pas pour autant que l'horlogerie soit morte et que Besançon n'ait plus d'activité horlogère. Breitling est installé à Besançon depuis 1995. Pourquoi Besançon? C'est déjà une proximité avec la Suisse, donc on est proche. Et puis Besançon, c'est aussi une histoire horlogère de longue date qui fait que le rapprochement aussi entre Breitling et Besançon s'est avéré efficace et productif. La main-d'œuvre, la compétence technique, la micromécanique, l'école d'ingénieurs,
Donc les exemples sont vraiment multiples. Il y a beaucoup de choses qui font que l'atout de Besançon doit pouvoir continuer à se développer à ce niveau-là, et son histoire aussi, l'histoire de Besançon, capitale horlogère. Les formations qui sont données dans ces différents centres, dans le Doubs, en Franche-Comté, c'est une mine d'or pour le développement de l'horlogerie et de la joaillerie horlogère, parce que cette formation est bonne, elle a été rodée, mise au point depuis de nombreuses années, et les jeunes qui ont suivi ces formations sont immédiatement utilisables sur le terrain. D'ailleurs, nos 2 stagiaires de l'ENSEM en formation luxe, dans notre bureau principal, bureau d'études, sont d'un excellent niveau. Ils font par exemple dans cette filière-là de la gémologie. Deuxième chose qu'ils font, c'est que dans le cours des matériaux traditionnels, en fait, on voit les matériaux un peu précieux, leur mise en œuvre et leurs propriétés particulières. Puis ce qui est très original, c'est que comme elle s'appelle microtechnique et design, c'est l'aspect design. Dans une école d'ingénieur, c'est pas évident. Donc c'est l'histoire de l'art, c'est comment savoir bien dessiner, qu'est-ce qu'un bel objet, des choses comme ça. Et puis le design proprement dit, où là l'objectif c'est qu'en fait les ingénieurs sachent fabriquer ce qu'un designer va imaginer. Donc ça c'est vraiment ce qui est extrêmement spécifique et qu'on ne trouvera pas ailleurs. On a énormément dans Franche-Comté d'industriels qui travaillent dans le luxe et la précision, et aussi dans l'horlogerie bien évidemment. Donc ces gens-là ont fait part de besoins spécifiques d'ingénieurs qui soient formés pour savoir dessiner et fabriquer des pièces destinées donc au marché du luxe et de la précision. Et c'est donc l'industrie elle-même qui a fait part de son souhait de monter cette formation. C'est elle qui a participé à la définition des objectifs de la formation. Et puis c'est elle qui a constitué en gros le référentiel. Puis nous on a fabriqué les cours qui permettent d'atteindre les compétences. Le franc-comtois est inventif, vraisemblablement. Pourquoi l'est-il? C'est très difficile à dire. C'est un fait que la Franche-Comté est un pays de microtechnique depuis de très nombreuses années. Donc automatiquement, les gens qui sont dans ces microtechniques ont l'esprit en éveil, cherchent toujours à imaginer quelque chose de différent, de nouveau, plus rationnel ou pas, peu importe, mais il y a toujours une fuite en avant qui est faite. Ce pôle de microtechnique à Besançon a souvent été perçu comme l'héritier du monde horloger, avec toutes les limites historiques qu'on peut apporter à ça. Il n'y a pas eu forcément une transition directe. Les entreprises se sont recomposées, les savoir-faire ont été réutilisés, mais on peut considérer qu'un lien tout de même fort se tisse toujours aujourd'hui entre horlogerie et microtechnique. Est-ce que ce retour, cette réciproque peut être vrai? Je l'espère, que les développements obtenus aujourd'hui dans le pôle microtechnique puissent resservir l'horlogerie contemporaine. C'est quelque chose que je souhaiterais, mais je ne sais pas si d'un point de vue technique c'est possible et si surtout ça va être développé par les microtechniciens d'aujourd'hui. Nous avons au sein du pôle une commission technologique animée par l'association Luxetech qui justement doit faire un certain nombre de choix technologiques pour savoir dans quel domaine nous devons en Franche-Comté développer l'innovation. Nous avons à ce titre labellisé 7 projets récemment dans des domaines techniques très pointus. Je vais vous donner un seul exemple, le domaine du traitement de surface, tout à fait important dans le domaine de la bijouterie et de l'horlogerie, dans la finition et le façonnage des boîtiers de montres par exemple. Au moment où Besançon était vraiment la capitale horlogère, sans conteste, en tout cas au niveau français, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites dans le domaine du temps pour aller toujours plus loin, soit dans les échelles de temps comme c'est le cas à l'Observatoire, soit pour aller toujours plus loin vers les horloges et les oscillateurs qui sont plus performants. C'est dans ce cadre-là que Femto a eu le record du monde de la stabilité à court et moyen terme sur des durées de mesure qui vont de 1 seconde jusqu'à 1000 secondes. On ne fait pas mieux pour le moment dans le monde sur des durées de cet ordre de grandeur-là. Nous, on est partenaire avec la ville de Besançon et on a essayé de participer à cette renaissance, surtout avec l'implantation à Besançon d'une de nos sociétés du groupe, qui est la partie haut de gamme avec Leroy.
Le roi et l'observatoire, c'est une très vieille histoire et de voir revenir le roi dans la ville de Besançon, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Si on regarde le passé, qui s'est très bien passé, et l'implantation qui a été efficace et dynamique sur Besançon, maintenant le futur, aujourd'hui, c'est voir à long terme, voir l'avenir, c'est ce que Breitling regarde. Moi, je suis persuadé que l'horlogerie à Besançon est un peu comme le feu qui couve sous la cendre. Il n'y a aucune raison que la France n'arrive pas à reprendre une place importante, sinon prépondérante, dans le milieu de la montre. Ce n'est qu'une question de volonté.